Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'avoir la chance aujourd'hui de vous présenter mes travaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la façon dont les situations scolaires, dont les interactions dans la classe peuvent jouer un rôle dans la construction des inégalités. Mes travaux se situent dans une perspective de psychologie sociale qui est tout à fait complémentaire à celle de la psychologie cognitive et des neurosciences, puisque le principe, c'est d'essayer d'étudier comment les contextes, comment les situations peuvent influencer la façon dont les élèves pensent, ressentent des émotions et se comportent. Alors, en préambule de ma présentation, je vais vous demander d'imaginer une partie de Monopoly qui commencerait par un lancer de pièces à pile ou face. Alors, ce lancer de pièces à pile ou face permettrait de déterminer un joueur riche et un joueur pauvre de façon aléatoire. Alors le joueur riche commencerait la partie avec une somme 2 fois plus importante que le joueur pauvre. Il aurait 2 dés pour tourner autour du plateau et à chaque fois qu'il passerait sur la case départ, eh bien, il remporterait une somme 2 fois plus importante. Alors cette étude, elle a été menée par un collègue américain de l'université de Berkeley et bon, je vous dis la fin très rapidement. Bien évidemment, le joueur riche remporte la partie en bout de 15-20 minutes. Ce qui est plus intéressant, c'est quand on interroge les joueurs sur les raisons de la victoire ou de la défaite, plutôt que de mobiliser la chance, le hasard, eh bien les gens vont avoir tendance à expliquer comment ils ont réfléchi, comment ils ont pensé à acheter telle maison, telle rue, etc. Et comment leur stratégie, leur qualité individuelle leur a permis d'emporter la victoire. Alors aujourd'hui, je vais filer un petit peu cette métaphore du Monopoly, puisque à l'école, il existe aussi des inégalités de départ, avant même que les enfants rentrent à l'école. Mon collègue vient d'en parler juste avant. Alors ces inégalités, elles ne sont pas déterminées par le hasard, mais elles sont fortement corrélées à l'origine sociale. On sait que dès l'âge de 1 ou 2 ans, il y a des différences très marquées selon dans le nombre de lettres que les enfants connaissent, dans leur capacité à identifier les sons de la langue, à jouer avec, dans leur familiarité avec les ouvrages de littérature jeunesse. Et toutes ces variations de savoir et de compétences, elles sont très utiles pour réussir à l'école. Et vous allez voir que dans ma présentation, eh bien, ces jeunes enfants, comme les joueurs du Monopoly, vont avoir tendance à interpréter eh bien, ces écarts de réussite comme avant tout des écarts de capacité individuelle. Et ça va jouer un rôle en fait dans le processus de construction des inégalités. Alors, pour comprendre l'effet de l'origine sociale sur ces inégalités, un ensemble de travaux en sociologie, en linguistique, en psychologie sociale, bien considère que l'origine sociale, la classe sociale, c'est un contexte de vie, un contexte de socialisation qui est constitué de tout un tas de pratiques parentales qui vont influencer, au-delà des ressources économiques, qui vont influencer eh bien, l'acquisition d'un ensemble de dispositions culturelles qui sont plus ou moins éloignées des attendus scolaires. Alors ce capital culturel, il est composé, donc, comme on a parlé tout à l'heure Alex de Carvalho, des façons de parler, des façons de se tenir, d'un ensemble de connaissances qui vont être plus ou moins en adéquation avec les attentes de l'école. Et c'est très important puisque cette approche, elle est tout à fait compatible avec le postulat d'éducabilité dont nous a parlé le professeur Houdet, puisqu'elle considère que si les enfants de milieux populaires ne réussissent pas à l'école, c'est pas parce qu'ils seraient déficients d'un point de vue génétique ou en raison d'un handicap de leur famille qui ne leur permettrait pas de développer des capacités, mais bien parce que, en fait, les dispositions qu'ils emmènent avec eux dans la classe sont plus ou moins en adéquation avec ce qui est attendu d'eux. Alors, on le sait, il y a ces pratiques de socialisation, c'est le fait de la probabilité d'aller à la bibliothèque, au musée, le nombre de livres qu'on possède chez soi, la fréquence et la durée des activités de lecture partagée. Toutes ces activités, eh bien, elles confèrent des savoirs et des connaissances qui sont très rentables pour l'école. Et au-delà de ces activités, on va dire presque scolaires, il y a tout un tas d'activités dont mon collègue a parlé avant, ce que certains sociologues appellent la pédagogisation de la vie quotidienne. Quand on met le couvert, on va demander à nos enfants combien il y a d'invités, est-ce que tu as bien mis le bon nombre de fourchettes autour de la table. Ces activités du quotidien, elles vont aussi développer des compétences qui vont être très utiles pour les enfants. Alors, ces différences de socialisation qui donnent lieu à des différences de capital culturel, elles ont un impact bien évidemment académique puisqu'elles permettent aux élèves d'arriver en classe avec une plus ou moins grande familiarité vis-à-vis des tâches qui leur sont demandées, et donc de réaliser ce que l'enseignant demande avec une plus ou moins grande aisance. Mais au-delà des différences, on va dire, purement académiques, eh bien, on va voir qu'il y a aussi un impact psychologique, puisque
comme dans notre partie de Monopoly, très rapidement, eh bien, ces différences-là vont amener certains élèves, ceux qui sont les moins familiers des savoirs, à se percevoir incompétents et à amener ceux qui, au contraire, ont un peu une longueur d'avance, si on peut dire, à se percevoir plus compétents que les autres. Et on sait aujourd'hui, il y a des dizaines d'années de recherche en psychologie qui montrent que le sentiment de compétence ou d'incompétence, eh bien, il impacte au niveau psychologique, l'engagement dans la tâche, la résilience face à l'effort, etc. Et que c'est très très important dans la performance et les apprentissages. Alors, j'imagine que vous avez tous en tête cette situation où un enseignant pose une question à la classe. Imaginons, voilà, rentrer en CP, l'enseignant qui s'adresse à la classe et qui va demander aux enfants s'ils connaissent cette lettre ou ce son. Très rapidement, vous allez avoir des mains qui vont se lever plus ou moins rapidement. Et dans un article récemment publié avec un collègue de l'Université de New York, on montre que, en s'appuyant sur tout un tas de travaux en psychologie cognitive, du développement et social, que en fait, les enfants très tôt perçoivent ces différences de réussite dans la classe et cherchent à les expliquer. Et ce qui ressort de cet ensemble d'études, c'est que les explications qu'ils génèrent ont beaucoup plus à voir avec justement les qualités intrinsèques de l'élève. Ils vont davantage avoir tendance à expliquer ces différences de réussite comme le produit de différences de capacité, de motivation, plutôt que aller chercher des causes externes. Alors bien évidemment, c'est lié à la façon dont le système cognitif fonctionne, les propriétés du système attentionnel, de la mémoire à long terme, font que ce type d'explications sont plus facilement accessibles, mais il y a également des raisons culturelles comme la croyance en la méritocratie, par exemple. Et donc, c'est important puisqu'en fait, le fait d'expliquer les écarts de réussite qu'on voit dans la classe, avant tout comme des différences de réussite, de capacité individuelle, ça va avoir une influence sur la façon dont les élèves en fait, vont s'engager dans les tâches et vont réussir. Donc la série d'études, enfin les travaux que je réalise, et je vais vous en présenter une petite partie aujourd'hui, eh bien, partent de l'hypothèse générale que, bien évidemment, qu'il existe des inégalités initiales devant l'école, mais qu'en fait les situations scolaires, les interactions du quotidien entre les enfants, entre les enseignants et les enfants, vont amplifier ces inégalités puisqu'elles vont amener, comme dans la partie de Monopoly, à certains enfants à se percevoir plus ou moins compétents. Je vais d'abord vous présenter une première série d'études sur le rôle des comparaisons sociales. La comparaison sociale, elle est quotidienne, elle est omniprésente, que ce soit dans la salle de classe ou dans notre vie d'adulte. Dès qu'on réalise une tâche et qu'on a des gens autour de nous qui réalisent la même tâche, eh bien, de façon automatique, on va s'engager dans un processus de comparaison sociale, et même les êtres humains sont experts à aller chercher des informations dans leur environnement qui leur permet de se comparer en fait à ce que fait autrui, puisque ça nous permet en fait de nous auto-évaluer et d'essayer de connaître un petit peu notre niveau de compétence. Alors ces comparaisons sociales dans la classe, elles sont très importantes, les mains qui se lèvent, les feedbacks de l'enseignant, je sais pas, le fait d'afficher des notes, etc., des commentaires oraux. Et il y a un ensemble de travaux qui montrent que le fait de voir quelqu'un d'autre réussir mieux que soi, ça a tendance à être menaçant pour l'image de soi. Alors, sous certaines conditions, ça peut être inspirant, je pourrais éventuellement en parler après, mais d'une manière générale, quand on voit quelqu'un qui réussit mieux que nous, ça a tendance plutôt à nous menacer. Alors, ce sentiment de menace, il se traduit par du stress, des émotions négatives, qui vont être coûteuses, en fait, pour les ressources attentionnelles et qui vont avoir tendance à détériorer le niveau de performance qu'on a à une tâche. Donc l'hypothèse qu'on a fait dans cette première série d'études, c'est qu'en raison justement de cette plus faible familiarité vis-à-vis des codes scolaires, vis-à-vis des savoirs scolaires, eh bien les élèves de milieux populaires ont une plus grande probabilité de faire l'expérience de ces comparaisons menaçantes dans la salle de classe. Autrement dit, voilà, le fait de voir réussir les autres mieux que soi, c'est pas une expérience qui est répartie aléatoirement dans la salle de classe, mais qui est bien en partie liée en fait, à l'origine sociale, non pas à cause de l'école, mais bien à cause de ce qui se passe en dehors de l'école, mais qui n'est pas rendu visible dans la salle de classe. Alors, donc là, l'hypothèse qu'on a voulu tester, c'est que finalement, ces élèves qui arrivent à l'école en ayant une plus faible familiarité vis-à-vis des savoirs scolaires, quand ils vont voir les autres réussir mieux qu'eux dans la classe, eh bien, ils vont se percevoir incompétents, et ce sentiment d'incompétence, qui se traduit donc par du stress, des émotions négatives, va détériorer le niveau de performance à la tâche. Alors, pour tester cette hypothèse, on a utilisé la démarche expérimentale dans des vraies classes avec des vrais enfants, donc dans 40 classes de 6e de l'Académie de Poitiers. Et pour cela, on a utilisé des évaluations nationales standardisées de 6e, donc une tâche de lecture-compréhension. Les élèves doivent lire un texte et puis ensuite on leur pose un certain nombre de questions qui vont être affichées au tableau.
Donc on standardise au maximum le protocole pour que ça se passe exactement de la même façon dans toutes les classes. Et une fois que les élèves avaient donc lu le texte, on leur affichait successivement 15 questions au tableau pendant un temps limité. Donc ce qu'on a manipulé dans cette expérience, c'est la comparaison sociale. On a forcé dans une moitié des classes de la comparaison sociale entre les élèves et dans une condition contrôle, on a fait en sorte de minimiser au maximum ces comparaisons. Comment on a fait? Eh bien, dans la condition comparaison sociale, donc ça va être les barres rouges, en fait, on a demandé tout simplement aux élèves, à chaque fois que vous avez terminé de répondre une question avant le temps qui est imparti, vous allez lever la main. Voilà, une pratique qui est très courante en classe. Et pour la condition contrôle, on a demandé aux élèves, eh bien, si jamais vous avez terminé de répondre à la question avant le temps, surtout, ne levez pas la main, ne dites pas « j'ai terminé », vous attendez que la prochaine question arrive. Alors, bien sûr, on a minimisé au maximum, mais c'est des élèves dans des vraies classes, donc ils ont déjà une petite idée du niveau des uns et des autres, mais en tout cas, on a essayé de ne pas rendre saillantes ces différences de réussite. Alors, ce qu'on voit, donc en abscisse, vous avez l'origine sociale, donc SSE, c'est statut socio-économique faible. On voit que d'une manière générale, les enfants de milieux populaires, de statut socio-économique faible, ont une plus faible performance que les enfants de milieux plus favorisés, mais on voit que cet écart de performance, en fait, il est plus grand dans la situation de comparaison sociale. Notre hypothèse, qu'on ne prouve pas dans cette étude, et je vais vous montrer les études qu'on a fait après, c'est que s'ils réussissent moins bien dans la situation de comparaison sociale, c'est que cette comparaison, justement, eh bien, elle génère du stress, des émotions négatives qui vont en fait être coûteuses pour leur fonctionnement cognitif. Notre deuxième étape, ça a été aussi de se dire, bon là, l'origine sociale, elle est mesurée, mais en fait, nous, ce qu'on voulait prouver, c'était le rôle causal joué par ces différences de familiarité devant un nouvel apprentissage. Et donc, on a fait une deuxième étude, on a voulu manipuler expérimentalement ces différences de familiarité vis-à-vis d'un nouveau savoir. Ce qu'on ne peut pas faire quand on mesure l'origine sociale, c'est confondu avec les ressources économiques, le métier des parents, il y a tout un tas de variables qui covarient. Et donc, nous, on voulait vraiment isoler ce qui, selon nous, en tout cas dans la comparaison sociale, joue un rôle. Et donc, pour ça, il fallait créer un nouvel apprentissage pour lequel eh bien, l'origine sociale, le niveau scolaire ne conférerait pas un avantage. Et donc, il fallait créer quelque chose de complètement nouveau. Donc, pour ça, eh bien, on a créé un nouveau système d'écriture qui associait des lettres et des symboles, et on a plus ou moins entraîné les élèves à maîtriser ce nouveau système d'écriture. Donc, en fait, les élèves avaient des petits carnets, et puis ils devaient s'entraîner pendant 45 minutes avec un modèle sur leur gauche à recopier les symboles qui allaient avec les lettres pour se familiariser à ce nouveau système d'écriture. Et donc, pour les familiariser plus ou moins, eh bien, on a utilisé une autre tâche de calcul très simple, qui n'avait rien à voir, mais en fait, qui permettait de manipuler la proportion avec laquelle était présente la tâche d'intérêt, c'est-à-dire la tâche qui permettait d'apprendre le codage. En gros, on a essayé de recréer 10 ans de socialisation familiale en 45 minutes dans une séance de classe pour pouvoir manipuler justement les avantages et désavantages culturels. Et donc, à la fin de cette séance, on avait un groupe qu'on qualifie de désavantagé, qu'on avait mis expérimentalement en difficulté, et en fait, qui ne faisait la tâche de codage qu'une fois sur 4. Et donc, on avait prétesté, on voyait qu'à la fin de la séance des 45 minutes, eh bien, ils ne maîtrisaient pas ce nouveau système d'écriture. Pour l'autre groupe, en revanche, 3 exercices sur 4, c'était la tâche de codage, et on a vérifié qu'effectivement, eh bien, à la fin de ce temps, ils avaient un niveau d'aisance qui était bien plus élevé que les autres. Ensuite, on leur proposait ce qu'on appelait une évaluation, c'est-à-dire qu'on leur proposait des paires de mots affichés au tableau, et ils devaient coder ces paires de mots en utilisant le nouveau système d'écriture, mais cette fois-ci sans le modèle, bien évidemment. Alors ce qu'on voit, donc vous avez la performance obtenue à la tâche en ordonnée. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est que bien évidemment, les élèves qui ont été expérimentalement avantagés réussissent mieux que ceux qui ont été expérimentalement désavantagés. Mais on voit que, si on regarde les deux barres de gauche, que pour un même niveau de difficulté, ceux qui se retrouvent en comparaison avec les autres, eh bien, réussissent moins bien que ceux qui n'ont pas pu se comparer avec les autres. Donc là encore, notre hypothèse, c'est que d'où vient cet écart de réussite? Eh bien, il est lié en fait au sentiment d'incompétence qui est produit par en fait cette comparaison sociale. Et donc, pour prouver un peu cette hypothèse que c'est bien le sentiment d'incompétence et le fait de se penser comme moins intelligent qui produit ces effets, eh bien, on a fait une troisième étude où on a manipulé expérimentalement les explications
que vont générer les élèves sur ces différences de réussite. Alors, je ne vous ai pas présenté toute la procédure et les graphiques parce que 20 minutes, je voulais aller droit au but, mais ce qu'on peut retenir de cette expérience, c'est que, en fait, quand on amène les élèves à expliquer les écarts de réussite dans la classe, non plus comme des différences de capacité individuelle, mais comme étant le produit de différences d'entraînement, en gros, on rend saillant la manipulation expérimentale, eh bien, la comparaison sociale n'a plus d'effet négatif sur les performances. Donc, ce n'est pas le fait de voir les autres réussir mieux en soi qui est menaçant, c'est le fait d'expliquer ces différences, en fait, comme le fait, les autres réussissent mieux que moi, donc ça veut dire que je suis moins intelligent. C'est vraiment ça qui est problème, hein. Ce que certains appellent la métacognition, c'est vraiment, ça rentre dans la métacognition sociale, c'est la façon dont j'explique, dont j'interprète ce qui m'est donné à voir dans la classe. Alors, dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous parler de ce phénomène, mais beaucoup plus tôt à l'école primaire, en fait, puisque après avoir fait ça, je me suis dit ces phénomènes, ils existent très tôt en fait dans la classe, dès l'entrée à l'école maternelle, et on a mené on est en train de mener une série d'études là qui est financée par l'ANR, dont Teresa qui est là fait partie. Elle est dans le projet ANR, Teresa Ioculano, donc du laboratoire du LabCD. Et donc dans cette étude, on s'est intéressé, on s'est posé la question pourquoi, alors que on sait que donc il y a ces différences qui sont visibles très tôt, mais l'école maternelle, elle est vraiment construite autour de cette idée qu'on va réduire en fait ces différences à travers le langage oral. Donc, on en a eu un aperçu de comment faire juste avant. Moi, je ne vais pas vous parler du comment faire, donc ça tombe très bien que mon collègue en ait parlé. Moi, j'essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en fait dans les interactions quotidiennes qui font que, eh bien, quand on regarde les données de l'ADEPE, eh bien, on voit qu'en CP, ces inégalités, elles existent toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe puisque on a des enseignants, on a une institution qui en fait, est tournée vers le fait de réduire ces inégalités, et les enseignants qui vont dans la classe, ils vont bien tous les jours avec cette idée de réduire les inégalités, mais pourtant, on voit qu'à l'entrée en CP, ces inégalités, elles existent toujours. Et donc, l'hypothèse qu'on a faite, c'est que, en fait, dans toutes ces situations de langage oral qui existent dans la classe et qui sont très nombreux, probablement, pour les raisons que j'ai déjà pu évoquer tout à l'heure, de différence de familiarité vis-à-vis des savoirs, eh bien, c'est que ces séances ne seraient sans doute pas bénéfiques de la même façon à tout le monde. Autrement dit, que ces situations langagières, elles ne permettraient pas la même participation orale de tous les élèves. Donc, pour examiner cette hypothèse, en fait, on a réalisé des observations vidéo dans des vraies classes d'école maternelle. On a fait ça en partenariat, c'est un dispositif qui est très intrusif, donc on a fait ça bien évidemment en partenariat avec le rectorat de Poitiers, avec les cadres d'Azen et puis l'ensemble des inspecteurs, des inspectrices et des enseignants qui ont bien voulu participer. Pour l'instant, on a un échantillon modeste parce que c'est très très long à obtenir comme données et surtout très long à coder, parce qu'on a plusieurs dizaines d'heures d'observation. Et donc, en fait, on a filmé tous les moments d'échange collectif. Alors, ça se présente comment? En fait, c'est un laboratoire portable où vous avez de 4 à 6 caméras, ce qui permet d'avoir un panorama à 360 degrés en fait, de la salle de classe. Et ensuite, eh bien, ces observations, elles sont synchronisées et on peut les coder. On peut coder de façon extrêmement précise quel élève parle, combien de temps, est-ce qu'il parle parce qu'il a pris spontanément la parole, est-ce qu'il parle parce qu'il a été interrogé, est-ce qu'il a coupé la parole, etc., etc. Alors là, je vous présente juste un échantillon de quelques résultats, c'est des résultats qui ne sont pas encore publiés, mais en fait, voilà, il y a tout un tas d'autres données. On s'est aussi intéressé aux inégalités de genre, parce qu'on voit aussi qu'il y a des différences de participation entre les filles et les garçons, notamment en fonction de la thématique. Quand on parle de mathématiques, même en maternelle, vous allez voir que, enfin je vous le dis parce que c'est pas ce que je présente après, mais en fait les filles ont tendance à moins s'exprimer quand on fait des maths en séance comme ça de langage que lorsqu'on fait quelque chose autour de la littérature. Donc, dans cette étude, voilà, on a une centaine d'élèves et puis on a fait des mesures répétées. On a fait à peu près 5 jours d'observation complète dans chaque classe et on a donc plusieurs dizaines d'heures d'observation qu'on a double codé. On a fait des codages indépendants. Donc, je vous le dis, ça représente à peu près 3 années de travail. On n'avait pas le financement à l'époque. Maintenant qu'on a le financement ANR, on est très content parce que ça permet un peu de passer à la vitesse au-dessus et d'aller faire ça dans un plus grand nombre de classes. Alors, je vais simplement présenter quelques résultats préliminaires que j'ai sélectionnés. Si on regarde du côté des prises de parole sollicitées par l'enseignant, donc quels sont les enfants qui sont interrogés dans la classe en termes de fréquence et en termes de durée. Le pattern de résultats qui émerge, c'est que les enfants de milieux populaires sont moins sollicités pour prendre la parole que les enfants de milieux favorisés. Alors, bien évidemment, on sait que ce n'est pas intentionnel et que ça se passe complètement en dehors de toute volonté, mais en fait, ces différences de familiarité font que pour
le bon déroulement de la séance, eh bien, on a davantage tendance à interroger les élèves qui sont davantage familiers des savoirs, des postures langagières, en fait, qui sont utiles au bon déroulement de la séance. Et ça, on voit que c'est à la fois en termes de fréquence et de durée. Quand les enfants de milieux favorisés prennent la parole, eh bien, ils la gardent plus longtemps, ils parlent davantage. Si on regarde maintenant les prises de parole non sollicitées, alors quand on publiera cet article, j'espère que ça va arriver bientôt, vous pourrez aller voir des résultats plus détaillés. Là, on a agrégé plusieurs indicateurs. On a agrégé quand les enfants coupent la parole à l'enseignant, quand ils coupent la parole à un autre élève, ou quand ils s'expriment spontanément, par exemple, quand une question est posée à la salle. On a exactement le même pattern de résultats. On voit que ce soit en termes de fréquence, les enfants de milieux favorisés ont tendance à davantage se saisir de la parole, saisir les opportunités de prise de parole, et quand ils parlent, eh bien, ils vont garder la parole plus longtemps. Alors, ces résultats nous semblent intéressants puisqu'ils nous montrent que c'est finalement ces situations qui sont censées normalement réduire ces inégalités, eh bien en fait, elles ont tendance à davantage profiter aux élèves qui arrivent un petit peu avec une longueur d'avance. Bien évidemment, ce n'est pas intentionnel, mais ça nous semble important de mettre en évidence ces résultats pour en prendre conscience et pour agir dessus. Donc c'est un peu les perspectives qu'on a en ce moment. Donc on est en train de répliquer cette étude sur 20 classes de l'Académie de Poitiers. On a une ingénieure d'études qui travaille à temps complet sur ce dispositif. Et on s'intéresse aussi à une perspective développementale pour voir comment ça évolue entre le début de la petite section et la fin de la grande section, pour voir si, quand même, ces inégalités, elles existent toujours en CP, d'accord, mais peut-être quand même qu'elles sont moins importantes en fin de grande section qu'en petite section, et c'est ça qu'on voudrait examiner. Et puis, comme je l'ai dit, on s'intéresse également aux effets du genre, et bien évidemment, on est en train de réfléchir à une intervention à destination des enseignants qui pourrait en fait permettre de réduire, à travers des pratiques peut-être différentes, le fait que certains élèves parlent plus que d'autres. Donc en conclusion, voilà, cette série de travaux, ce qui me semblait important de résumer, c'est qu'on sait qu'il y a des inégalités initiales face à l'école, mais en fait on se rend compte que les interactions qui ont lieu dans la classe au quotidien peuvent plus ou moins amplifier ces inégalités. Il y a tout un tas d'autres travaux en psychologie sur l'effet des stéréotypes, sur l'effet de la coopération ou de la compétition qui vont vraiment dans le même sens, qui montrent que certains contextes creusent les inégalités par rapport à d'autres. Voilà. Et la deuxième élément, c'est que le rôle, ce qu'on appelle voilà, la métacognition, la cognition sociale, la façon dont les enfants expliquent en fait, ce qui est donné à voir dans la classe, elle joue aussi un rôle crucial. Et donc, c'est un levier d'intervention qui est très prometteur pour pouvoir en fait, essayer de réduire ces inégalités. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup Sébastien pour cette intervention passionnante. Alors, nous avons une question. Je suis enseignante en lycée. Je fais beaucoup interagir mes élèves entre eux durant leurs apprentissages. Ils doivent par exemple résoudre un problème en équipe. Pensez-vous que les interactions entre pairs avantagent l'apprentissage ? Alors merci pour cette question. Oui, il y a des travaux qui s'intéressent à l'effet de la coopération sur les performances et qui montrent que ce n'est pas si simple que ça, dans le sens où, en fait, il ne suffit pas de mettre des élèves ensemble pour qu'ils coopèrent. Il y a des conditions, en fait, qui sont favorables à la coopération et, en fait, à l'apprentissage de tout le monde. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces travaux, mais les travaux, notamment sur le conflit socio-cognitif, montrent que, eh bien, on peut essayer d'élaborer des tâches qui vont, à un moment donné, mettre les élèves en désaccord et que la résolution de ce désaccord, en fait, est extrêmement bénéfique d'un point de vue cognitif à l'apprentissage. Il y a aussi le fait d'attribuer des rôles, par exemple, différents aux élèves, et notamment peut-être des rôles qui prennent en compte justement leur niveau de familiarité, de compétence dans une tâche. C'est-à-dire que si, je pense, j'ai eu le cas l'autre jour dans une classe, en fait, dans le cadre d'une visite d'enseignante, où en fait l'élève qui devait faire un exposé oral devant la classe était en difficulté parce que déjà c'était un élève qui avait des difficultés à l'oral, et donc peut-être que dans un exercice de groupe qui aboutit à un exposé, peut-être qu'on peut penser la répartition des tâches d'une façon à ce que eh bien, les élèves qui sont peut-être le plus en difficulté n'aient pas les tâches qui nécessitent déjà d'avoir automatisé un certain nombre de compétences. D'accord, merci. As-tu une piste à proposer aux enseignants pour limiter ce biais et ces inégalités ?
Alors à mon avis, là, c'est une grande question. Alors ce qu'on essaye de faire, c'est déjà avoir des recommandations qui sont basées sur les preuves, hein, sur la science, et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça d'obtenir des résultats valides quand on fait des expérimentations à grande échelle. Donc il faut être très prudent. Maintenant, il y a un ensemble de travaux effectivement qui montrent quand même qu'il y a des pistes qui semblent intéressantes. Voilà, agir sur les... Il y a des travaux par exemple qui se sont intéressés au rôle de l'échec, la façon dont on interprète l'échec et la difficulté. Le fait d'interpréter la difficulté comme, par exemple, une étape normale du processus d'apprentissage et pas comme le signe en fait, d'une limitation personnelle, eh bien, ça a des effets bénéfiques sur les performances. Favoriser effectivement peut-être la coopération quand c'est possible. Il y a des travaux aussi qui sont menés notamment par, on en parlait tout à l'heure, sur les théories de l'intelligence, hein, le fait d'amener les élèves à avoir une conception malléable des capacités plutôt que fixe. Ça, c'est des pistes qui sont très prometteuses. Mais voilà, ça passe, je pense, avant tout par la formation des enseignants. C'est vrai que on sait que les enseignants, dans une classe, ils ont énormément de choses à gérer. Et je pense que voilà, c'est fondamental qu'ils soient formés à ce type de travaux pour pouvoir ensuite, effectivement, mettre en œuvre éventuellement. Et c'est important parce que quand on dit ça, ce qui se passe dans la salle de classe est important pour comprendre, mais bien évidemment, ce qui se passe dans la salle de classe est aussi déterminé par des logiques institutionnelles, des croyances culturelles, hein, la croyance dans le mérite individuel, qui dépasse bien largement la responsabilité des enseignants. Donc, c'est pas toujours évident entre pointer le doigt sur les mécanismes qui creusent des inégalités, mais sans culpabiliser les gens et en leur faisant prendre conscience qu'il y a quand même des leviers d'action possibles, voilà, par la formation notamment. Alors, je me permets de poser une question moi-même, mais est-ce que tu penses que justement travailler peut-être sur la conception dynamique de l'intelligence pourrait au contraire provoquer un effet inverse de la comparaison sociale? Si tu considères que c'est tes efforts qui te permettent d'être efficace dans un exercice, est-ce que tu pourrais avoir du coup un effet de la comparaison sociale, voir les autres progresser, à réussir la tâche et du coup avoir du coup finalement un boost grâce à la comparaison sociale? Oui, bah, en fait, il y a des travaux qui le montrent. Il y a des travaux qui existent qui montrent effectivement que, en fait, quand on amène à avoir une conception malléable des différences individuelles, eh bien, le fait de voir les autres mieux réussir, en fait, ça a un effet bénéfique sur la confiance en soi et sur la performance. Alors, en éducation, mais dans d'autres domaines, ça a été montré dans le domaine de la santé, par exemple, que ça avait aussi des effets qui étaient bénéfiques sur des gens qui sont malades, par exemple, et dans le domaine du travail, du sport, il y a vraiment un ensemble de travaux qui montrent. Alors, j'ai des collègues qui me diraient, ça a une limite qui est que, du coup, si je fais des efforts mais que j'y arrive pas, ça peut avoir un effet boomerang négatif, mais c'est souvent parce que l'effort aussi est perçu comme quelque chose de fixe, et en fait, on peut aussi concevoir l'effort comme quelque chose de malléable, qui peut être lié aussi à des contextes, à des situations, c'est-à-dire qu'il y a des situations, il y a des contextes qui vont amener les élèves à engager plus ou moins d'efforts. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui privilégient plutôt réinterpréter la difficulté, l'échec comme quelque chose de transitoire, comme une étape passagère, et ça a vraiment des effets bénéfiques. Alors, on te demande de préciser qu'est-ce que la métacognition sociale? Alors, je dis métacognition sociale, alors c'est pas moi, ce terme n'est pas de moi, mais c'est vrai que quand on parle de métacognition en psychologie cognitive, on parle plutôt des connaissances qu'ont les enfants sur le processus d'apprentissage ou des phénomènes de régulation en fait de sa capacité à contrôler, à s'engager dans une tâche. Et moi, j'utilise le terme métacognition sociale pour faire référence à un autre domaine de la métacognition qui est plutôt comment je perçois justement les différences de réussite dans la classe. Donc voilà, comment je perçois un peu le social, enfin moi dans mes relations avec le social. Au collège, pensez-vous que des travaux en groupe genré, notamment en maths, pourraient avoir un intérêt? Alors, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que alors, je ne connais pas de travaux qui ont testé cette question, mais que globalement, les travaux sur les grouping ability, par exemple, aux États-Unis, montrent que en fait, le fait de mettre les gens en groupe sur une caractéristique catégorielle a plutôt tendance à creuser les écarts entre les catégories. Par exemple, le fait de faire des groupes entre des élèves qui seraient forts et des élèves qui seraient faibles, eh bien, a tendance plutôt à creuser l'écart et justement à développer une conception fixe des habilités. Donc ça, c'est des travaux de mon collègue là, André Issipian, dont je parlais, qui est en train de montrer ça là, récemment.
Donc on peut imaginer que peut-être faire la même chose sur des catégories de genre, ça pourrait peut-être avoir finalement amener les élèves à avoir une conception du genre, avec l'idée que peut-être les filles auraient des habilités différentes qu'en maths, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça a été rappelé, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. En fait, ces stéréotypes de genre, ils n'ont aucun fondement scientifique. Donc voilà, bon, je suis prudent parce que je ne connais pas de travaux qui ont testé cette question-là, mais ma réponse, ça serait plutôt de dire non. Voilà. Alors, votre approche ne risque-t-elle pas d'encourager les groupes de niveau ou de regroupement de non-mixité sociale? Alors, c'est une question qui m'est régulièrement posée, parce que c'est vrai que si quelque part, ce que je dis, c'est que la comparaison crée les écarts. En fait, on peut pas arrêter la comparaison. Alors, elle peut être plus ou moins exacerbée dans une salle de classe, hein. On n'est pas obligé de rendre les notes à voix haute dans l'ordre, mais on ne supprimera jamais la comparaison sociale. Donc, en fait, moi, ce que je dis, c'est que la non-mixité a aussi des conséquences très négatives. Ça a également été montré, donc ce n'est pas du tout une recommandation de faire de la non-mixité. Je pense qu'il faut vraiment agir sur ce que je disais, la métacognition, la façon dont les élèves, dont les enseignants vont expliquer les écarts de réussite dans la classe. Et c'est une lourde tâche, parce que les enfants passent des heures dans la classe, mais ils sont aussi socialisés dans des espaces extérieurs, dans la famille. Et donc, en fait, si on veut vraiment être efficace, c'est des choses qu'il faudrait aussi travailler en lien avec les familles, hein, pour vraiment en fait, avoir une action qui est plus forte. Alors, je pense qu'on va passer. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle qu'on pourrait... Ah, Catherine, j'arrive. Je vais te tendre le micro. Donc, Catherine Musset, présidente de Nathan. Bonjour, donc merci pour votre présentation. Vous avez évoqué des comparaisons avec les États-Unis, ou une étude faite aussi à New York, mais est-ce que vous avez des hypothèses ou des explications sur le fait que l'école française semble, disons, moins réduire les inégalités ou plus la creuser que d'autres écoles? Alors c'est très difficile de répondre à cette question, puisqu'on est sur des corrélations, et donc c'est difficile d'identifier les variables qui jouent un rôle. Elles sont forcément très nombreuses. Quand on regarde les comparaisons internationales, et notamment celles effectuées dans le cadre des études PISA, on voit qu'il y a des choses qui covarient maintenant, voilà, de là à dire que c'est ça qui est responsable. Il y a des choses sur effectivement peut-être ces éléments de comparaison et de compétition. En fait, par exemple, dans les pays du Nord, il n'y a pas de notes, il y a très peu de sélection, on repousse au plus tard la sélection, et ça se traduit aussi par des différences justement de confiance en soi dans les élèves. Dans les dernières études PISA, il y a des mesures de confiance en soi, et c'est assez corrélé en fait. Après, il y a aussi une particularité qui est vraiment économique, c'est qu'en fait, quand on compare par rapport à l'Allemagne, par exemple, le lien diplôme-emploi est beaucoup plus serré en France qu'en Allemagne ou dans le pays. Donc finalement, il y a une pression sur les élèves à réussir peut-être, puisqu'on sait que sans diplôme, on a quand même beaucoup moins de chances d'avoir un métier qui nous plaît. Donc il y a sans doute des éléments structurels aussi dans le lien de diplôme-emploi qui fait que, en fait, être en échec à l'école, ça a peut-être des conséquences plus graves dans notre pays que dans d'autres pays. Voilà. On va prendre une dernière question. J'ai vu qu'Olivier, vous aviez levé la main. Non. C'était juste pour indiquer, c'est ça? J'ai trouvé votre exposé fantastique. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci Sébastien. On va te encore pour cette remercier, on va invitation. t'applaudir. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.